Le juge Elias Madiba venait tout juste de quitter une réunion intense au tribunal régional de Norvète, une ville moyenne du sud du pays. Il était tard, le ciel se teintait d'orange foncé, presque rouge, quand il se gara dans le parking désert du centre commercial Quintaba Plaza. Son téléphone vibrait sans arrêt. Il lisait ses messages d'audience en gardant une main sur le volant. Vêtu simplement d'un polo gris et d'un jean foncé, Elias ne ressemblait pas à l'image qu'on se fait d'un juge. Il n'avait ni robe ni attaché-caisse. Mais il n'en avait jamais eu besoin pour imposer le respect. Jusqu'à ce soir. 2 véhicules de patrouille débarquèrent brusquement, gyrophares allumés. 4 policiers en sortirent en courant, armes à la ceinture, visage tendu. « Toi là, éloigne-toi du véhicule !» beugla le sergent Legrand, un homme massif au regard dur. Elias releva la tête, surpris. « Excusez-moi, c'est ma voiture ?»« Mais bien sûr. Et moi je suis l'archevêque de Norvète, les mains sur la tête !» hurla un autre officier. « Attendez, je peux vous présenter mes papiers ?» dit Elias en gardant son calme. « Tes papiers ? T'as pas l'air d'avoir de quoi acheter une serviette en papier ?» ricana Legrand. « C'est quoi cette caisse ? Tu l'as volée à qui, aujourd'hui ?» Le lieutenant Dan Moretti, plus âgé, s'approcha avec dédain. Fin de la comédie. Main dans le dos. « Messieurs, il y a erreur. Je suis juge fédéral. »« Un juge ? Toi, t'as vu ta tête ?» explosa Legrand. « Tu crois qu'un juge s'habille comme un ouvrier d'entrepôt ?» Le son métallique des menottes claqua dans l'air. Le froid du métal mordit la peau d'Elias. Il sentit son souffle se couper. Quelques clients du centre commercial s'étaient arrêtés. Personne n'intervenait. Certains prenaient des photos, d'autres détournaient le regard. « Vous commettez une grave erreur, » murmura Elias, la voix tremblante mais digne. « Je vous demande juste de vérifier mon identité. »« T'as cru quoi ? Qu'on allait te laisser repartir ?» lança Moretti. « Tu crois qu'on n'a jamais vu des types comme toi ? Tu as déjà été arrêté combien de fois ? » ?»« Jamais. Je travaille à la Cour fédérale de la région Sud. »« Et moi, je suis pilote de chasse, » se moqua un 3e policier. Le plus jeune du groupe, un agent nommé Nino Costa, hésitait. « Sergent, peut-être qu'on devrait juste vérifier. »« Vérifier quoi ? Coupa Legrand. T'as vu sa gueule ? Tu penses sérieusement qu'un juge roule dans cette bagnole-là ?» Le visage d'Elias se durcit, mais il resta silencieux. Il comprenait trop bien la mécanique. Pour eux, il n'était qu'un homme noir seul sur un parking vide, forcément suspect. La vérité, sa fonction, sa dignité, tout cela leur paraissait impossible. Ils le firent monter dans la voiture de patrouille, menotté, humilié. « Celui-là, dit Moretti en démarrant, il fait le muet. C'est sûrement pas sa première fois. »« Ils font tout ça, » répondit Legrand, « jusqu'à ce qu'on les coince pour de bon. » Elias regardait le parking s'éloigner par la vitre arrière. Son cœur battait, non pas de peur, mais d'un mélange d'incompréhension et de rage sourde. Il n'avait rien dit, parce qu'il savait. Chaque mot pouvait être retourné contre lui. Et dans cet instant précis, il n'était plus Elias Madiba, magistrat, diplômé, père de famille. Il était un suspect. Au commissariat, l'atmosphère était bruyante, presque festive. Elias fut conduit dans une salle froide, une table, 2 chaises. On lui retira les menottes, mais 2 agents restèrent, bras croisés. « Nom et prénom » lança Moretti. « Elias Madiba. »« Profession ?»« Juge fédéral » répondit-il en frottant ses poignets rougis. « Bon, on va noter sans emploi » lança Legrand avec mépris. « Adresse ?» Elias donna son adresse. Un quartier huppé. « T'habites là ? Tu dois squatter une cave, non ? » ?»« J'en suis propriétaire depuis 6 ans. » Nino, toujours nerveux, osa intervenir. « Lieutenant, et si on vérifiait juste ? Un contrôle rapide. »« Contrôle de quoi ? » explosa Legrand. « Ce type joue un rôle. Tu crois quoi ? Qu'un juge se balade en basket troué avec un vieux sac sur le dos ?
Peut-être que justement c'est ça qui pose problème, répondit Nino. Elias se tourna calmement vers Moretti. Puis-je vous poser une question, lieutenant? Allez-y, votre honneur, dit-il avec moquerie. Avez-vous au moins vérifié la plaque de la voiture, si elle avait été déclarée volée? Silence. Moretti détourna les yeux. C'est pas le sujet. Pas le sujet? Vous m'avez arrêté pour vol de véhicule, et vous n'avez même pas vérifié s'il y avait eu un vol. Tu crois quoi? Que tu vas nous apprendre notre métier? Non, je rappelle juste la procédure. À ce moment-là, Nino se leva. Laissez-moi faire une recherche, lieutenant, juste pour qu'on en finisse. Vas-y. Et quand t'auras rien trouvé, tu sauras que ton instinct te trahit. Nino tapa le nom dans la base de données. Le silence dans la pièce était pesant. Après quelques secondes, il se figea. Lieutenant, vous devriez voir ça. Moretti s'approcha à contre-cœur. Sur l'écran s'affichaient les informations complètes. Elias Madiba, juge fédéral, diplômé en droit, nommé par décret en 2019, photo à l'appui. Un blanc glacial s'abattit. Ça doit être une erreur, murmura Legrand, la voix nouée. Non, répondit Nino. Il dit vrai, tout est là. Il a même un badge de sécurité gouvernementale, ajouta Nino. Il est dans la base centrale. Elias resta debout, le regard droit. Il n'avait plus besoin de parler. Tout était là, noir sur blanc. Et tout ce qu'ils avaient fait était enregistré, y compris les propos, les humiliations, la fouille illégale de son sac. « Monsieur Madiba, balbutia Nino, je vous présente mes excuses. » « Ce n'est pas à vous de vous excuser, Nino. Vous avez essayé de faire ce qui était juste. » Le silence pesant s'était mué en honte collective. Ce soir-là, leur monde venait de basculer. 3 jours plus tard, dans son bureau à l'étage de leur maison, Elias tapait lentement sur son clavier. L'écran de son ordinateur affichait un document vide. Il avait commencé cet article des dizaines de fois. Mais à chaque tentative, une émotion nouvelle remontait, colère, honte, tristesse, et désormais une conviction inébranlable. Sa fille Zola entra doucement. 17 ans, élève brillante, l'allure vive. Elle le vit perdu dans ses pensées. « Papa, tu veux que je te laisse tranquille ?»« Non, reste. J'essaie juste de trouver les mots justes. »« C'est pour l'article? J'ai vu ce qui t'est arrivé. C'est passé au journal. Je ne voulais pas que tu l'apprennes ainsi. T'en fais pas. Et puis, je suis fier de toi. » Elias la regarda, étonné. « Fier de quoi? » De ne pas t'être vengé. Tu aurais pu faire tomber ces policiers dès le premier jour. Mais tu ne l'as pas fait. Tu choisis de raconter. Et ça, c'est puissant. Il esquissa un sourire, le premier depuis des jours. Tu sais, Zola, je croyais que ma position me protégeait, que mes diplômes, mes habits de magistrat suffiraient à me faire respecter. Et tu as découvert que non. Exactement. Ce soir-là, je n'étais qu'un homme noir dans un parking vide. Rien d'autre. Et maintenant? Maintenant, je vais faire ce que je sais faire. Parler, écrire, dénoncer. Pas pour moi. Pour tous ceux qu'on n'écoute pas, qu'on ne croit pas, qu'on piétine. Le lendemain, Elias publia un article dans un journal local. Le titre tenait en une phrase. « J'ai été arrêté parce que j'étais invisible. » Il y raconta chaque détail, sans colère, sans haine, simplement les faits. En 48 heures, l'article fit le tour du pays. Il fut partagé par des associations, des journalistes, des avocats. Des courriels affluèrent, des messages de victimes, de jeunes, d'anciens. Tous disaient la même chose, moi aussi. « Maître Elias, dit une productrice télé au téléphone, seriez-vous prête à venir sur notre plateau demain soir? » Oui, mais je ne veux pas d'un monologue. Je veux un débat. Je veux des voix en face. Des policiers, des experts, des citoyens. Le lendemain, Elias s'assit sous les projecteurs d'un plateau national. Face à lui, un sociologue, une militante des droits humains et le commandant Duval, représentant de la police nationale.
Maître Madiba, demanda l'animateur, pensez-vous que ce que vous avez vécu est exceptionnel? Pas du tout. C'est courant. Ce qui est exceptionnel, c'est que j'ai pu le prouver. Le commandant Duval tenta une défense. Nos agents sont formés à réagir rapidement. Ils doivent se protéger. Se protéger? Répliqua Elias. C'est moi qui ai été mis à genoux, menotté. Se protéger, c'est aussi respecter la procédure, vérifier une plaque, contrôler une identité. Ce n'est pas mettre à terre quelqu'un sur une supposition. Le débat fut intense. Elias ne haussa jamais la voix. Sa maîtrise, sa clarté, sa sincérité désarmèrent même ceux qui venaient le contredire. Dans les jours qui suivirent, Elias fut invité par des universités pour intervenir sur les discriminations institutionnelles. Des ONG lui demandèrent de participer à des conférences. À Norvète, au commissariat même où il avait été arrêté, une enquête interne fut ouverte. Le sergent Legrand fut suspendu. Moretti rétrogradé à un poste administratif. Le troisième policier fut muté sans contact public. Quant à Nino, le plus jeune, il reçut une proposition inattendue, rejoindre une unité spécialisée dans les questions de droits humains. Un soir, alors qu'Elias traversait une ruelle commerçante, il entendit une voix l'appeler. « Juge Madiba ?» Il se retourna. « Nino, en tenue civile. »« Je voulais vous remercier. »« Me remercier de quoi ?»« De ne pas m'avoir mis dans le même sac que les autres. Vous auriez pu me citer, me faire tomber aussi. Tu as essayé de faire ce qui était juste, Nino. Et ça compte. J'ai intégré l'unité des droits humains. Je veux faire changer les choses. » Elias posa une main sur son épaule. Le vrai changement ne vient pas d'en haut. Il vient de ceux qui osent se lever, comme toi. 6 mois plus tard, Elias Madiba était invité à une conférence internationale sur les droits fondamentaux à Brasilia. Il monta sur scène dans un auditorium immense, devant 1 millier de personnes, juges, avocats, policiers, étudiants, militants de plusieurs pays. Le silence était total. Il prit la parole. « Mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui parce qu'un jour, j'ai été menotté pour avoir simplement existé. J'étais jugé par mon apparence, pas par mes actes. Pendant 45 ans, j'ai cru que mon éducation, ma profession, mon rang social me protégeaient. J'avais tort. Ce soir-là, j'ai compris que je pouvais être réduit à un suspect sans qu'on me demande mon nom. » Il s'arrêta. Pas un bruit. Puis reprit. « Mais ce que j'ai aussi découvert, c'est que ma voix avait de la valeur. Pas pour me défendre, mais pour dénoncer. Pas pour accuser, mais pour éveiller. » À la fin de son intervention, une file de personnes s'approcha. Jeunes et vieux, hommes en uniforme et étudiantes en jean. Tous voulaient lui parler, le remercier. Une jeune femme brune aux yeux brillants s'approcha timidement. « Maître Madiba, vous m'avez bouleversé. Je suis étudiante en droit. J'hésitais à continuer. Je suis noire, je viens d'un quartier pauvre et je n'ai personne pour me soutenir. Mais aujourd'hui, vous m'avez donné envie de me spécialiser en droits humains. » Elias sourit doucement. « C'est une excellente nouvelle. Le système a besoin de voix comme la vôtre. Mais, et si je n'y arrive pas? Tu y arrives déjà. Être ici, écouter, réfléchir, c'est déjà un acte de résistance. » De retour à Norvète, Elias lança un programme éducatif dans les écoles publiques. Chaque semaine, il consacrait quelques heures à parler aux jeunes de justice, de citoyenneté et de leurs droits. « Le savoir, c'est votre armure, leur disait-il, et la parole, votre arme la plus puissante. » Dans une école de quartier, un garçon de 15 ans leva la main. « Monsieur le juge, pourquoi vous n'avez pas hurlé contre les policiers? Moi, j'aurais crié. » Elias sourit. « Parce que crier ne les aurait pas fait écouter. Parce que j'ai choisi l'action au lieu de la rage. » « Quelle action? » Dire la vérité. La raconter? L'enseigner? Pour qu'elle ne se répète pas. Chez lui, sa fille Zola observait la transformation de son père. Il n'était plus seulement ce magistrat distant plongé dans ses dossiers. Il était devenu un symbole. « Tu as beaucoup changé, papa.
Comment ça? Avant, tu faisais respecter la loi. Maintenant, tu veux la rendre juste. J'ai toujours voulu ça. Je ne savais juste pas comment m'y prendre. Et maintenant? Maintenant, je sais que je ne peux pas changer le monde seul. Mais je peux montrer la voie et rallumer des voies autour de moi. 1 an plus tard, un dimanche matin tranquille, Elias marchait dans le parc central de Norvète aux côtés de sa fille Zola. Les arbres ondulaient lentement sous la brise légère. Le ciel était d'un bleu calme et tout semblait suspendu dans un moment de paix. Soudain, une femme s'approcha, hésitante, tenant un sac de marché dans les mains. « Excusez-moi, maître Madiba ?»« Oui ?»« Je voulais juste vous remercier. Mon fils a été contrôlé par la police le mois dernier. Il est noir comme vous. Il était en scooter et moi j'ai eu peur. Mais cette fois, ils ont été respectueux. Ils lui ont demandé ses papiers calmement. Et quand tout était en règle, ils se sont excusés. C'est la première fois que je vois ça. Et je sais que c'est grâce à vous. » L'Elias hocha la tête ému. « Ce n'est pas grâce à moi. C'est grâce à tous ceux qui osent parler, refuser de se taire, refuser que ce soit normal. » La femme s'éloigna. Zola regarda son père. « Papa, tu es heureux ?» Il s'arrêta de marcher, la regarda dans les yeux. « Très heureux, Zola. Même après ce qu'ils t'ont fait subir. » Il sourit doucement. « Surtout après ce qu'ils m'ont fait subir. Parce que cette fois, je ne me suis pas tu. » Ils reprirent leur marche à travers le parc, silencieux, unis par ce que le monde avait essayé de briser. Le soleil commençait à se coucher, baignant les arbres d'une lumière dorée. Elias savait que beaucoup restait à faire. Des abus, des humiliations, des injustices. Il le savait, mais il n'avait plus peur. Il avait trouvé sa place. Ce n'était pas seulement celle d'un juge appliquant des lois. C'était celle d'un homme qui voulait les rendre justes pour tous. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre ce message. Parce que tant qu'on se tait, l'injustice continue. Et c'est en parlant, en témoignant, en agissant que le monde commence enfin à changer.